Je m'appelle Yassine Razli, je suis front-end lead chez Import.io, une startup qui est à Londres. Petite introduction assez rapide, on fait un scraper as a service. Donc, vous pouvez choisir la page que vous voulez, vous pouvez choisir les données qui vous intéressent et on vous génère automatiquement une API. C'est gratuit, il n'y a pas de frais cachés, allez-y. Et j'organise le Meetup DevRocket qui n'est pas tourné spécialement sur une techno, hein, c'est plus sur l'idée d'être développeur et d'apprendre plus sur notre métier. Donc si vous passez à Londres à l'occasion, faites-moi une petite coucou sur Twitter. Alors, le web, il faut savoir qu'à la base, il n'a pas du tout été pensé pour l'usage qu'on en fait actuellement. C'est une des technologies les plus bizarres, parce qu'on l'utilise pour quelque chose qui n'a pas été fait à la base, mais qui répond normalement à la plupart de nos besoins. Il faut savoir que le web a été plusieurs fois un accident. À la base, c'était juste pour afficher du texte, pas plus que ça. Alors que maintenant, on peut télécharger des torrents avec. Je vais en parler un peu plus en détail après. C'est passé par différentes vagues, ça a commencé par Mosaic il y a super longtemps, on est passé par Netscape, Opera quand c'était cool, Mozilla, après on est passé à Mozilla Firefox, Google Chrome quand il n'y avait pas toutes les extensions au début. Il y a eu beaucoup d'itérations et actuellement on est dans la phase du HTML5 qui, normalement les specs sont terminés si je ne dis pas de bêtises. Le HTML5 en soi, ça se focalise sur plusieurs aspects que je vais revenir un peu plus tard, mais c'est pas simplement de nouveaux tags, de nouveaux éléments HTML, il y a de nouvelles API, il y a aussi le CSS qui rentre en compte, on va aller un peu plus en détail après. Ouais, c'est un peu chiant. Alors, le HTML5, qu'est-ce que c'est vraiment? Comme j'ai dit, normalement, ça se focalise juste sur les balises, les éléments, mais par extension, on parle de beaucoup plus de choses. On a des web workers, on a le responsive, on a le CSS3, on a énormément de choses qui rentrent en compte. Ils ne sont pas directement liés au HTML5, mais par du langage, par extension, ils rentrent en compte. Et ECMAScript 6, comme l'a dit mon prédécesseur, j'ai oublié le prénom, pardon. C'est pas grave. T'as spoilé pas mal de mes slides en passant, mais bon, c'est pas grave. Ah, désolé, mais tu peux faire pareil. Donc c'est énormément de technologies, de nouvelles choses qui arrivent en compte, qui viennent tout d'un coup, parce que jusqu'à pas très longtemps, le web, le HTML, c'était ouais, on fait un petit truc en jQuery, on anime le logo et on est content. Alors que maintenant c'est une expertise à elle toute seule. Le problème c'est que c'est pas encore enseigné à l'école, ou dans les universités, les formations sont encore assez récentes, et quand c'est enseigné, moi je suis sorti de l'université il y a 3 ans, on m'apprenait encore à faire des sites avec plein de frames, parce que c'est cool. Et la personne était reconnue en tant qu'expert. Le problème c'est que le web n'est pas assez bien enseigné. Les tutos vont dans tous les sens, il y a des spécifications à droite et à gauche qui ne sont pas toutes les mêmes. Donc à comparer à ce que j'ai pu voir tout à l'heure, il y a vachement plus de personnes qui travaillent avec Java. Java ça a l'air un peu plus carré, même si c'est pas tout le temps le cas. Mais si Java n'est pas si carré que ça, le web c'est encore plus fort. Mais ça reste une techno. Alors, grâce au HTML5, on a pu avoir de nouvelles apps qui sont super intéressantes jusqu'à pas très longtemps, je veux dire sur l'échelle de l'informatique. On utilisait encore pas mal de clients lourds pour les emails, pour écrire des documents. Squiggle, c'est une sorte de Hangout qui utilise WebRTC. C'est fait par une petite startup. Import.io, c'est la boîte où je travaille. Toutes ces applications marchent en ligne. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait un client pour chaque plateforme, etc., qui devait être installé, qui devait être mis à jour, qui ne marchait pas avec la nouvelle version de l'OS. Et là, on n'a plus ce problème-là. Et c'est là la plus grosse avancée du web, c'est que le web, même, vous pouvez prendre la dernière version Nightly de Firefox ou de Canary de Google Chrome, vous pouvez quand même afficher une page qui a été écrite en 1994. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas tant de technologies qui peuvent se targuer d'avoir une rétrocompatibilité aussi longue. Le problème, c'est que cette rétrocompatibilité vient avec tous les problèmes dans le code. IE8, IE9, on parle même pas d'IE6 et compagnie. Alors, on s'est dit,
c'est tellement puissant. On a accès à la vidéo, on a accès à l'audio, on peut enregistrer des fichiers, on peut faire tellement de choses qu'on s'est dit pourquoi pas on remplace directement les applications natives. Par exemple, moi sur mon Mac, j'ai pas installé de Word ou de. C'est pas comment, Notes, j'ai oublié le nom de. Page. J'ai pas installé de logiciel de traitement de texte parce que je fais tout sur Google Doc, ça me suffit largement. Sur certains aspects spécifiques des métiers de bureautique, oui, il y a un intérêt à utiliser ces logiciels-là, mais pour 80% des usages, je n'ai pas de statistiques précises, mais pour largement, on peut tout faire en ligne. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'applications HTML5 qui sont pourries, qui sont nulles à chier, et que personne n'a envie d'utiliser. Alors pour la démo technique, c'est super cool, parce qu'on n'a même plus besoin d'installer de logiciels pour pouvoir faire des choses, mais les applications qui ont vraiment un intérêt, qui peuvent être achetées, que les gens aiment utiliser, on les compte plus sur les doigts de la main qu'autre chose. Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les développeurs, ce sont des développeurs, ce ne sont pas des designers. Même les front-end développeurs, on a un peu plus de sensibilité au design, puisque on touche au CSS tout le temps. Je veux dire, ça fait partie de notre métier, mais on n'est pas des designers. Donc, à essayer de prendre quelque chose, préfet à le personnaliser, vous allez faire quelque chose d'intéressant, mais un designer, qui est sa spécialité, heureusement, fournira toujours un travail largement meilleur. Deuxième chose, il y a énormément d'applications qui sont super lentes. En premier, Gmail. Gmail, ça bouffe presque 1 giga de RAM maintenant. Et c'est juste pour afficher des emails. Il y a pour features, c'est pour certains navigateurs où on n'a pas accès à la caméra, on n'a pas accès à ça, donc c'est pas vraiment du HTML5. Et la compatibilité n'est pas la même suivant le navigateur, donc là aussi ça fait vraiment chier. Et l'API coverage, donc Chrome en Canary ça passe, Firefox en Nightly, en Aurora ça passe, Opera vite fait et après on tombe dans les limbes. Alors, comment on peut fixer ça? Vous avez juste à suivre mes slides et normalement ça devrait bien se passer. Alors, pour le design, Bootstrap, c'est un boilerplate. Bootstrap, ça peut vous aider à avoir une base, donc tant sur les grilles que sur les fixes avec IE8, avec IE8, IE9 et compagnie. Ça peut vous donner une petite base, mais vous ne pouvez pas utiliser ça en production. Vous pouvez aller sur tous les projets GitHub qui ont un Bootstrap comme front, ils se ressemblent tous les sites web, on n'arrive même pas à reconnaître quel site web représente tel ou tel logiciel. Donc il y a énormément d'entreprises qui utilisent Bootstrap. Il y a par exemple Amazon avec AWS qui utilise Bootstrap dans leur interface, mais ils ont inclus leur propre identité visuelle. Si vous utilisez le thème de base, c'est moche, ça ne vous représente pas, personne ne voudra l'utiliser à terme. Et en plus, les gens seront confus en croyant utiliser un autre logiciel. Vous savez, je suis un putain de designer maintenant. Alors, souvent, on se pose des questions, pourquoi un site web c'est super long? Alors, parfois on se dit, ouais, c'était le navigateur, parce que les processus sont pas séparés comme dans Chrome. Parfois, oui, c'est parce que tu utilises Internet Explorer. Parfois, c'est parce que tu as juste 10 000 toolbars dans ton navigateur. Parfois, c'est parce que tu as trop d'extensions. Adblock bouffe énormément, même s'il est super pratique. Bon, pas tout le monde sera du même avis. Hein. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans le web actuellement, on fait tout au sein d'un seul et même processus. Tant le traitement du DOM, que le traitement des animations, que le traitement même du layout, parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter un élément, ou que vous allez, suivant telle ou telle opération que vous faites sur votre DOM, vous allez redessiner en fait le DOM. Donc certaines opérations sont plus coûteuses que d'autres. On va essayer de voir ce qui pourrait être intéressant. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais Philippe a déjà fait quelques petits trucs. Alors, tout d'abord, quand vous avez du traitement de mots à faire, évitez de le faire dans votre process principal. Spécialement quand vous exportez des fichiers, où là vous avez une interface, vous pouvez exporter des fichiers CSV, etc. Vous faites tout ce traitement-là en front. Si le traitement est long, l'utilisateur ne pourra même plus cliquer sur la page, voire parfois il ne pourra même plus bouger à souris. Parce qu'il y a un seul thread qui fait tant le rendu du layout et le traitement du JavaScript.
Donc vous pouvez tout externaliser ça vers un web worker qui est en fait simplement un processus qui sera caché, où là vous pouvez lui donner du traitement lourd, ça peut même friser, mais vous n'aurez pas la petite pop-up que vous avez dans Firefox. Voulez-vous arrêter le script ou voulez-vous continuer? Actuellement, il n'y a pas un support complet des API dans WebWorker. Par exemple, dans Firefox, ils viennent juste d'ajouter le support d'IndexedDB. Mais à l'avenir, tout traitement lourd, voire même tout traitement de base qui demande peut-être un tout petit peu de temps, mettez-le directement dans votre WebWorker. Il y a une petite spécification qui n'est pas encore supportée par tout le monde, mais ça arrive. C'est les Shared WebWorker. C'est en fait, vous avez un WebWorker entre tous vos onglets qui sont sous le même nom de domaine. Donc vous aurez par exemple, si vous avez besoin d'un système de chat en ligne, et vous avez besoin d'avoir une socket qui est tout le temps ouverte, vous mettez ça dans votre web worker au lieu d'avoir une socket dans chaque tab. Et là vous avez un gain de performance assez impressionnant. Il y a tout ce qui est canvas, si vous faites du rendu, etc. Les rendus complexes, D3 c'est super cool, mais ça reste du DOM. Parce que le SVG c'est des balises. Et des balises à rallonge, à un moment, le DOM il va pas trop kiffer. Canvas c'est super pratique, parce que ça va envoyer directement les contenus à dessiner à la carte graphique, mais à utiliser directement en mode pur, ça sert fort. Donc, vous pouvez utiliser une petite librairie au-dessus, ça va vous simplifier la vie. ASM, c'est un truc assez récent. Il n'y a pas énormément de monde qui utilise ça, mais c'est un subset de JavaScript. Comment comparer ça avec d'autres langages, c'est assez dur. Mais c'est l'idée de pouvoir utiliser des fonctions, des types natifs. C'est assez typé, vous n'aurez pas le typage que vous aurez dans les classes en Java, mais vous pouvez dire que je vais utiliser tel type d'integer, tel type de float, et dans les traitements, spécialement au niveau de la 3D, ils ont fait tourner Unreal Engine sur le web grâce à ça, grâce à ASL. Ça a été fait par Mozilla, mais Google Chrome l'a implémenté. Microsoft l'a implémenté dans Microsoft Edge. Donc, regardez un peu, spécialement pour tout ce qui est traitement de vidéo, traitement d'image, cryptographie, c'est un réel intérêt. Et les animations CSS en CSS3, ça dépend des cas, hein, parce qu'on a dit, comme l'ont présenté les créateurs de CSS3, ça sera beaucoup plus rapide. Ça sera donné directement à la carte graphique, ça sera vachement mieux. Et dans certains cas, suivant la machine et suivant la vieillesse du navigateur, faire les animations en JavaScript comme on le faisait à l'ancienne avec Animate, avec jQuery ou une librairie équivalente, c'est parfois un peu plus rapide. Donc à faire des perfs au lieu de juste y aller directement en mode bourrin, mais normalement si une machine assez récente et des navigateurs récents, allez-y directement, spécialement dans nos bits. Alors, pour le problème des fonctionnalités sur le navigateur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, comme j'ai dit, ça restait simplement du statique, voire même si c'était du dynamique, tout le traitement se faisait quand même sur le back. Maintenant, ce n'est pas simplement du layout qu'on a sur le front ou de l'interaction avec ce layout, on va vraiment presque enlever le back-end. Au point que certaines applications qui ne demandent pas un back-end parce qu'elles peuvent être stockées en local, se font directement dans ce sens-là. On a différentes manières de pouvoir pallier aux problèmes de fonctionnalité. Tout d'abord, il y a les Web APIs. C'est en fait tout simplement dans le HTML5, on va avoir de plus en plus de supports, comme on a déjà le support de la géolocalisation. Dans certains browsers, on a le support, par exemple, du NFC. Ça commence à venir. Donc, ce côté-là, je vais dire, c'est peut-être le plus en arrière par rapport aux autres, parce que la spécification met du temps pour mettre tout le monde d'accord. Mais les autres solutions sont déjà prêtes à l'emploi. Il y a par exemple les Chrome et Firefox Apps. Vous pouvez les installer sur le Chrome Store ou le Firefox Marketplace. Vous avez un accès à des API qui sont low level. Donc par exemple tout ce qui est network, vous pouvez vous connecter à un port TCP directement. Et là c'est un exemple d'une Chrome application d'un développeur japonais qui a créé une sorte de, je dirais, PHP-MyAdmin, mais sans côté PHP. Il se connecte directement à MySQL avec une socket et j'ai regardé son code, il a réimplémenté le traitement du protocole MySQL en JavaScript. Bon, il s'est fait chier, mais bon, il a fait. Et ça, c'est directement accessible sur votre navigateur. Donc si vous avez un Chromebook, donc vous n'avez pas accès à l'installation de logiciels lourds, de clients lourds, vous pouvez avoir ça et ça marche. Vous
pouvez installer, normalement c'est des fichiers locaux, donc vous n'avez pas un accès directement à votre serveur. Vous pouvez quand même faire des appels, etc. Mais ce n'est pas directement votre site web. Ça sera un fichier local qui pourra, au besoin, décharger des assets ou la logique du serveur, mais de base, c'est des fichiers locaux. Et ça peut être ouvert au-delà du browser. Donc, vous pouvez, si vous utilisez Mac, par exemple, et que vous utilisez la recherche instantanée, Chrome va vous afficher les applications comme si c'est des applications normales. Donc, le gars aura besoin de l'installer via Chrome, mais après, il pourra l'utiliser sans avoir Chrome ouvert. Et tout est sandboxé, tant sur la mémoire que sur le processus, donc ça ne gêne pas directement le browser. Atom Shell et Node WebKit, c'est peut-être pour moi les solutions les plus intéressantes actuellement. Vous avez en fait un Chromium qui a été customisé, qui inclut avec un Node.js, et vous avez l'application Popcorn Time, certains l'utilisent, hein, pour regarder en fait des vidéos en torrent directement sur son ordinateur, et tout est fait avec JavaScript. Vous avez à côté Kitematic. Kitematic, c'est une petite startup qui s'est fait acheter par Docker et qui permet en fait d'avoir une vue pour gérer directement ces instances Docker, donc tant pour voir les logs que pour pouvoir créer des instances. C'est vraiment super pratique si vous n'êtes pas spécialement, c'est pas l'idée de ne pas être fan de la console, parce que je pense que tous ici on a dû être obligé via NPM ou Print d'utiliser la console, et parfois c'est juste simple de pouvoir launcher, de pouvoir voir le statut de chaque instance. Et tout ça, vous pouvez regarder le code, c'est open source, ça utilise Docker. Derrière, pour bien sûr ça communique avec Docker, ça utilise React, ça utilise Atom Shell. Tout le code est open source. Popcorn Time aussi, pardon. L'avantage de ça, c'est que vous avez accès aux NPM packages. Parce que vous savez, Node.js, normalement, c'est une instance qui ne tourne pas sur le serveur, c'est juste un programme que vous pouvez avoir Ruby ou Python. Donc, tout accès aux API natifs, tant exécuter, modifier un fichier, ce que vous voulez, un Node.js, vous y avez accès, parce qu'en fait, c'est un Node.js vraiment à l'intérieur. Et vous avez accès à tous les NPM packages, qui sont autour de 155 000. Donc, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous n'avez pas besoin de checker si ça marche ou pas, c'est directement Node.js. En plus de ça, vous avez les deux incluent un système d'update. Donc, c'est pas vous de gérer l'update automatique, etc. Vous pouvez avoir le même système que vous avez sur Chrome, l'update en background. Si vous pouvez le configurer, c'est super simple. Et en plus, c'est multiplateforme, ça marche sur les trois plateformes. Node WebKit à la base, c'est un projet qui a été fait par Roger Wang. Et Atom Shell, c'est un projet qui a été fait par GitHub. Et ils ont recruté le stagiaire de Roger Wang pour le faire. Il me l'a dit. Mais Atom Shell a l'air un peu plus intéressant parce que y a le support de GitHub derrière, alors que Node WebKit, dans certains cas, c'est encore un peu amateur, malgré que ça marche. Hein. C'est pas expérimental. C'est juste que dans certains cas très précis, c'est préférable d'utiliser Atom Shell. Firefox OS, pour moi, c'est peut-être la meilleure avancée qu'on aurait pu avoir sur mobile par rapport au web. Tout le système utilise des techno-web. Donc là, vous avez toute l'interface pour pouvoir installer tant les applications, pour regarder le Wi-Fi, pour se connecter en Bluetooth, pour appeler. Tout ça, c'est du web. Vous avez bien sûr un binding avec des librairies très bas niveau qui se connectent directement au modem pour pouvoir appeler, pour pouvoir avoir la 3G, etc. Mais toutes les API sont des API web. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment customiser tout votre système. Chaque partie de votre système, vous pouvez la changer, vous pouvez mettre le thème que vous voulez, le processus que vous voulez, et tout ça, c'est du JavaScript. Et l'idée, c'est que Firefox OS, c'est un OS en lui-même, mais Firefox sur Android peut lancer les applications qui marchent sur Firefox OS. Et à l'avenir, Chrome va aussi avoir le même type d'API. On va pouvoir se connecter au NFC, au Bluetooth, au Wi-Fi direct. Donc, ce que vous pouvez faire en natif, vous pouvez faire en web aussi. Et vous pouvez voir un peu ici, c'est le debugger, le même qu'on peut avoir sur nos navigateurs. Donc, vous n'avez pas besoin spécialement d'apprendre plus. Vous avez besoin, certes, de regarder des API qui ne sont pas référencées jusque-là. Et sinon, pour le débugage, etc., ce n'est pas quelque chose en plus à apprendre. Vous faites déjà tous les jours. PhoneGap. PhoneGap, il y a pas mal de personnes qui connaissent. Il y a pas mal de personnes qui ont souffert avec. Le gros problème de PhoneGap, c'est son support sur Android, même s'il y a des petits problèmes sur iOS. Le plus gros problème, c'est le support d'Android.
parce qu'il est lié au navigateur qui est installé par défaut dans Android. Donc dans Android 2.x, qui est un peu mort maintenant, mais dans 3.x et 4.x jusqu'à 5.x, à partir de 5.x ça a changé, vous avez en fait la WebView qui est liée au système. Donc si vous ne mettez pas à jour votre système, vous aurez une ancienne WebView qui ne sera pas mise à jour. À partir de 5.x, c'est indépendant. Et Crosswalk, c'est un projet qui a été fait par Intel. Ils ont forqué un peu PhoneGap et ils ont mis en même temps une WebView. C'est un peu comme Atomshell ou NodeWebKit. Donc, vous ne dépendez pas directement de la WebView d'Android, vous dépendez de la WebView que vous incluez. Donc, vous avez la maîtrise complète du rendu. Le problème, c'est que votre application sera, je crois, autour de 15 mégas en plus, mais même des applications natives sont assez grosses pour des choses assez simples actuellement, donc ça devrait passer. Là, c'est une application que j'ai développée dans mon ancienne entreprise, qui était une sorte d'intranet pour les écoles. Et tout ce qui est dans notre application, tant le traitement de fichiers, l'affichage de fichiers, pouvoir ajouter des événements, etc., tout est fait en utilisant des technos du web. Ça j'utilise Ionic et Angular dans ça là. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez à chaque fois des démos qui sont assez old school, regarde, je peux me connecter sur le Wi-Fi, c'est déjà très bien, mais personne ne va utiliser ton application. Il y a une application qui est assez grosse qui s'appelle Line. C'est l'équivalent de WhatsApp chez les Japonais. Et il y a 500 millions de personnes qui l'utilisent. Et tous les utilisateurs Android sont sur une PhoneGap. Après, ils ont de bons développeurs, hein, mais ça reste du PhoneGap derrière. Et là aussi, vous pouvez débugger de la même manière que vous débuguez une WebView sur votre navigateur. Alors, par rapport à l'API Coverage, tout d'abord, il faut savoir que Chrome, Firefox et Opera ont maintenant, je crois, le système de mise à jour automatique. Et ils sont assez au taquet pour implémenter les dernières fonctionnalités. Donc, c'est vraiment, normalement, c'est votre dernier problème de checker si Firefox est un peu trop long par rapport aux dernières API. Chrome est toujours un peu à l'avance, ils ont vachement plus d'ingénieurs, mais ces trois navigateurs sont assez bons de ce côté-là. Microsoft Edge est très très intéressant. Je sais que ça reste IE, qu'on a de très mauvais souvenirs avec. IE 11 est très intéressant. Ils ont tant au niveau de la vitesse qu'au niveau du débugage, vous avez vraiment un navigateur moderne. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont sur XP, on doit encore se les taper. Et il y a le dernier qui est Safari. Safari, le problème, c'est que Apple n'évolue pas aussi rapidement que les autres, tout simplement parce que ce n'est pas leur focus. Ça ne les intéresse pas, ils préfèrent que des gens développent des API, des applications natives, comme ça sera dans leur store, comme ça les gens resteront dans leur système, ce qui est un peu leur business model. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, hein. WebKit, ça reste quand même un projet super intéressant, c'était la base de Chrome jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et ils n'ont pas un support avancé des API, par exemple pour faire du WebRTC, pour accéder à la caméra à ce niveau-là, mais pour le niveau du rendu graphique, ça reste un bon navigateur. Et je pense qu'après un moment, si Chrome, Firefox et même Microsoft poussent un peu à chaque fois au niveau de l'avancée de leur navigateur, Safari sera obligé de suivre, parce que sinon les gens vont commencer à faire Safari. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on parle énormément de WebGL. On dit que c'est énorme, on peut faire des jeux, on peut faire des trucs de fou. Et c'est super dur de styler un élément select. Tout le monde déteste cet élément. Alors, pour pallier à ce problème-là, Philippe a présenté un peu tout à l'heure les Web Components. Alors, les Web Components, c'est une API, ça fait partir du HTML5. Ça se compose en 4 sous-API. Vous avez les HTML imports. Ça permet en fait d'importer tant du contenu CSS ou du JavaScript ou du custom elements via une petite balise qui se met ou dans le head. J'ai pas encore essayé dans le body, mais normalement ça devrait passer. Vous avez les templates. Les templates, en fait, c'est juste une balise qui s'appelle template et dedans vous pouvez mettre votre template. Jusque-là, ça a l'air assez simple, assez basique. La seule différence, c'est qu'en fait, il ne va pas traiter le HTML qui sera au milieu. Jusqu'à maintenant, pour les gens qui utilisaient Backbone ou Ember, même Angular, vous mettez ça dans script, type, text, /template ou quelque chose comme ça. Alors que là, c'est plus du hack, c'est vraiment quelque chose qui est implémenté de base dans les navigateurs. Le troisième, c'est les custom elements, où là, oui, on peut créer son propre élément.
on peut dire qu'un élément dérive d'un autre. Par exemple, si vous voulez styler select, mais vous voulez cacher un peu le select, vous pouvez faire le design que vous voulez, et vous aurez quand même les mêmes méthodes que le select. Donc l'avantage, c'est que toute la partie accessibilité, ou les méthodes qui ont déjà été développées dans les navigateurs, vous pouvez en prendre en compte, et vous gardez quand même votre style, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le dernier, c'est le Shadow DOM. Philippe l'a déjà présenté, mais le gros avantage pour moi dans le Shadow DOM, c'est que le CSS est sandboxé. Vous pouvez mettre les ID, les classes que vous voulez, ça ne va pas impacter ailleurs. Et ça, c'est une grosse avancée, parce qu'à chaque fois, on est obligé d'avoir des noms en rallonge qui ne ressemblent à rien. Et là, ça va garder tout seulement dans votre custom element. Et l'avantage en plus, c'est que dans votre DOM, quand vous allez regarder votre DOM dans votre console, vous allez seulement voir votre élément, vous n'allez pas voir le contenu. Vous pouvez regarder en cliquant sur Shadow DOM, en utilisant clic droit ou quelque chose comme ça, mais de base, l'utilisateur va voir ça comme si c'était un seul élément. Donc il n'y a pas dedans, vous pouvez faire un peu votre salade, ça peut être un peu dégueulasse, mais ça ne sera pas directement vu. En fait, pas ça dégueulasse, parce que ça reste encore un peu long, malheureusement. Alors, Google Music, ça utilise Polymère, c'est la nouvelle version. Critiquez pas, mais je suis en musique. Je la trouve un peu lente par rapport à la version précédente. Donc le support du Shadow DOM est encore un peu mauvaise dans les navigateurs. Ça va s'améliorer, c'est pas quelque chose qui va venir dans 5 ans, c'est déjà le présent. Juste pour revenir, en fait, les Web Components, c'est l'API elle-même. Si vous voulez une abstraction au-dessus pour vous simplifier la vie, vous avez Polymère et vous avez Xtag. Xtag, c'est un projet fait par Mozilla, qui est vraiment juste un wrapper pour simplifier la vie, un peu comme vous pouvez utiliser jQuery pour vous simplifier la vie. Alors que Polymère, ça vous simplifie la vie, ça vous donne un peu de binding, etc., comme vous pouvez avoir dans Angular. Ça vous donne des composants graphiques de base, vous pouvez sélectionner ou pas. Donc, plus ou moins normalement, vous pouvez avoir à peu près la même interface assez facilement, puisqu'ils ont déjà les composants de base. Donc, pensez un peu comme si c'était un jQuery et un Bootstrap en même temps. Ça fait un peu dégueu, je sais. Alors, ça c'est un petit bonus, c'est pas directement dans ma cour parce que c'est pas vraiment du HTML5, c'est plus du React, ça n'a pas vraiment un lien. Mais j'aime beaucoup React parce que jusqu'à pas très longtemps, Philippe a présenté, il y avait Ember, il y avait Angular, Knockout pour certains, LiveScript pour d'autres. Et moi j'étais jusqu'à pas très longtemps sur Angular, j'ai fait énormément de Angular. Pour une toute simple bonne raison que, un peu comme jQuery, ça nous a donné de la magie, ça nous a simplifié la vie. Ça c'est un fait, c'est un framework, donc dès que vous êtes dans les contraintes du framework, si votre cas se représente dans Angular, c'est parfait, vous gagnez énormément de productivité, mais dès que vous voulez sortir du framework, parce qu'il y a une librairie externe que vous avez envie d'utiliser, vous êtes obligé de passer par un digest, par un apply, pour être sûr que le binding va marcher. Et en plus, c'est une librairie en plus à mettre en place. C'est là le plus gros problème d'Angular, c'est que, comme n'importe quel type de framework, ça inclut tout par défaut et ça ne se focalise pas sur une chose. Normalement, Pavel va vous dire le contraire, sinon c'est son produit. Mais pour moi, mon plus gros problème, c'est que j'ai été à la conférence à Paris d'AngularJS et ils ont présenté AngularJS 2 comme une réelle avancée, ce qui est vrai, hein, ils ont énormément simplifié l'API, il y a de grosses améliorations de perf, mais c'est un peu comme Python 2, Python 3. C'est même plus vraiment du Angular. Il y a peut-être le même nom, il y a peut-être des choses en commun, mais votre application, vous ne pourrez pas la migrer, ça c'est marrant. Donc, et le plus gros problème, c'est qu'actuellement, si vous voulez vous lancer dans un projet, vous savez qu'Angular 1, même s'ils ont dit qu'ils vont le maintenir, ils ne vont pas le faire évoluer. Donc tout ce qui est bug critique, ils vont le fixer, ils ne vont pas l'évoluer. Donc vous ne pouvez pas utiliser Angular 1, et Angular 2 n'est pas encore terminé. Donc si vous devez vous lancer maintenant, bonne chance. Donc il y a certaines personnes qui ont fait le choix d'utiliser Backbone, qui est un choix respectable. Le plus gros problème que j'ai avec Backbone, c'est que Backbone a l'air super simple, on peut le customiser énormément, mais de base, on est obligé d'avoir underscore avec, jQuery, et notre vue, parce que jQuery c'est peut-être pas la meilleure chose, c'est peut-être pas une bonne abstraction, on va aller vraiment dans le détail, finalement, en fait, on va se faire sa propre librairie au-dessus de Backbone.
Donc si vous voulez maîtriser votre stack complète, c'est parfait. Mais dans certains cas où vous voulez être sûr d'avoir en fait la personne qui est prête à l'emploi, si on peut dire ça comme ça dans les technologies, Backbone c'est plus, tu vas connaître les basiques, mais après il faut que tu t'adaptes au stack de l'entreprise où tu es, parce qu'on va utiliser telle librairie ou telle librairie. Et c'est là le plus gros problème que j'ai pu trouver avec Backbone. Et alors finalement React. La grosse différence de React, je vais vous montrer des slides qui sont peut-être un peu plus complètes, vu qu'on a encore pas mal de temps. Alors, désolé, j'ai piqué mes slides que j'avais fait avant, je ne les ai pas repersonnalisés pour l'occasion. Alors, c'est une librairie qui a été faite par Facebook, qui est d'abord quelque chose qui est utilisé au sein de Facebook, et qui après ils ont externalisé, ils ont open sourcé. Facebook c'est une entreprise assez intéressante sur le front parce qu'ils ont l'un des plus gros fronts au monde, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps ils étaient complètement invisibles de la communauté des développeurs. Ils avaient dans le backend du Cassandra, énormément de projets intéressants, mais sur le front ils étaient complètement absents. Et récemment ils ont sorti React, Flux, Immutable.js, Fixed Data Table, et je vais vous montrer d'autres projets assez intéressants. React.js ça se focalise seulement sur les librairies. Ça se focalise seulement sur la vue. Donc vous n'avez pas toute la stack framework. Donc c'est à vous de gérer votre propre modèle, qui n'est pas vraiment le cas si vous utilisez par exemple un backbone, parce que Flux ne règle pas vraiment le problème. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pas vraiment le point. Mais ça se focalise seulement sur votre vue. Donc vous voulez bien gérer vos vues, vous voulez que ça soit rapide, vous voulez que ça soit simple à créer des composants, vous devez seulement vous focaliser sur ça. Et c'est utilisé par Instagram et WhatsApp complètement sur leur application en ligne. Et une partie de Facebook, l'application que vous pouvez avoir, l'application, le site web. Pas complètement, parce que Facebook c'est quand même une des plus grosses codebases et petit à petit ils sont en train de migrer. Alors tout d'abord, quand je l'ai vu il y a un an, je me suis dit voilà, non c'est mort. Je suis déjà sur Angular, je suis bon sur Angular, je ne vais pas bouger. Surtout que dès qu'on rentre dans notre zone de confort, souvent on se dit je peux mettre dans LinkedIn expert en AngularJS, si je vais dans React, je serai débutant. Donc, tant qu'à faire, on va rester sur AngularJS. Et c'est une très grosse erreur. Pas en soi le fait de pouvoir choisir ou rester sur AngularJS, mais le fait de s'auto-fermer dès qu'on trouve sa zone de confort, parce qu'on ne sait pas où demain va aller l'avenir. Donc il faut juste avoir tout le temps une oreille assez attentive sur les nouveaux projets. Même si parfois c'est plus du bruit que quelque chose d'assez intéressant. Alors, souvent quand on commence AngularJS, on se dit je suis bien, parce que déjà j'ai eu du mal, ça m'a fait du mal à écrire du JavaScript dans du HTML, d'ajouter des attributs qui ne sont pas valides par le V3C. Et là, je dois changer sur quelque chose qui est complètement rien à voir, parce que quelque part, vous allez sur la page d'AngularJS, premier exemple, ngRepeat, vous essayez de faire ça par vous-même, vous allez écrire 5 à 10 lignes, alors que là, ça vous prend une ligne, c'est parfait. Mais est-ce que vous avez essayé de mettre énormément de binding? Normalement, oui, on ne doit pas mettre énormément de binding, mais dans certains cas, vous avez des applications extrêmement lourdes, ce qui est le cas par exemple chez Import.io, où on display énormément de data, où parfois on a besoin de jouer sur cette modification de data, où on peut essayer de plugger et unplugger, mais les performances sont aussi miséreuses. Le scope apply, on ne comprend pas. Le scope digest a déjà été envoyé, a déjà été trigger, mais je ne l'ai pas fait. C'est le step qu'il a fait, c'est pas moi. Dès que vous écrivez des AngularJS expressions dans votre HTML, c'est mort pour débugger ça. À part si vous exportez tout votre code dans votre contrôleur, c'est impossible à débugger. Et Batarang, ça ne règle plus rien. Et AngularJS 2, ça n'a juste rien à voir. Hein. Je bâche bien. Hein. Alors, ça c'est du code React. À première vue, c'est dégueulasse. Écrire du HTML dans du JavaScript. Déjà que le fait d'écrire du JavaScript dans du HTML c'était con, et là on fait le contraire, c'est pire. Alors là, il faut juste comprendre en fait que on n'est pas obligé d'écrire comme ça. C'est juste que c'est tellement simplifié que vous allez comprendre pourquoi en fait c'est bien d'écrire de cette manière-là. Alors dès qu'on voit du HTML dans du JavaScript, parce que déjà d'une, on ne pourra pas mettre tout le HTML dans la page, parce qu'il ne va pas aimer. Et si je dois le mettre dans la page, je dois mettre en plus comme une sorte de bubble. Donc déjà de base, je ne peux pas l'utiliser, mais je vais vous expliquer, c'est étape par étape.
Alors d'abord, le JSX, en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est du JSX. C'est du JavaScript. Dedans, on a des composants HTML. Il ne considère pas vraiment du HTML. Pour lui, c'est juste des balises XML. Donc par exemple, le BR, vous devez le fermer. L'image, vous devez la fermer. Ça va convertir directement vers React.createElement. Mais ça, c'est imbuvable à écrire. Donc on écrit du JSX. Et après, on se dit, mais pourquoi on a besoin d'utiliser le React.createElement? Alors dans AngularJS, lui, il est sympa, il ne nous fait pas chier. La différence, c'est que tout d'abord, quand on a parlé de Virtual DOM, c'est qu'à chaque fois qu'on va écrire un élément, donc on va écrire du React.createElement, il va ajouter ça à sa sorte de base de données virtuelle où il va garder un historique du DOM. Et à chaque fois qu'on va faire une modification, comme Git, il va trouver le delta qui doit être modifié. Il ne va pas changer toute la page. Et c'est là la grosse différence. Deuxièmement, React, ça je vais le montrer un peu plus en détail après, il peut être render sur le serveur. Et AngularJS, vous savez faire ça. Alors comme j'ai dit, le Virtual DOM, c'est ce système de Git qui permet d'avoir des performances super intéressantes parce qu'on aura juste besoin à changer la partie qui est modifiée et pas tout le DOM. Normalement, dans ngRepeat, il y a un système de cache qui est inclus, mais dès qu'on monte au niveau de la charge d'éléments qui sont inclus dans un ngRepeat, vous pouvez sentir que vous allez avoir le petit flash blanc qui montre que vous commencez à atteindre la limite. Et c'est là peut-être pour moi le plus gros problème d'Angular ou de n'importe quel type de framework qui fait du binding à outrance, c'est que utilisez-le, c'est bien, mais pas trop. Elle est où la limite? C'est là peut-être le problème d'AngularJS 1 qui sera plus ou moins fixé dans AngularJS 2. Alors là on commence un peu à complexifier la chose, on parle de state, de props, on tombe dans des mots techniques, on se dit allez c'est bon, je lâche l'affaire, je reviens sur Angular, ou sur mes jQuery plugins, c'est bien. La seule petite différence c'est qu'en fait chaque élément a un état local qu'on appelle state et des propriétés externes qu'on appelle props. Alors les props, on peut les voir ici, c'est simplement name equal joins. Donc vous pouvez comprendre, c'est juste les attributs que vous avez, les attributs comme on pourrait avoir des attributs en HTML, que vous ajoutez à votre composant. Et le state permet juste tout simplement d'avoir une sorte de sauvegarde interne de l'état. Donc par exemple, à l'avenir, si vous voulez donner directement un état à votre composant et pas écrire directement dans du HTML, vous allez lui donner un état. Vous allez avoir dans ce getInitialState, là c'est quelque chose de fixe, mais ça peut être une variable venant de mon serveur, et directement le render sera le bon. Je n'aurai pas besoin de changer, etc. Et après on commence à avoir des méthodes externes. La commande component mount, will mount, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Component mount, ça veut dire que tout simplement le composant a été mis dans le DOM, il a été mis dans le virtual DOM, et il est prêt à être affiché. Là c'est bon. Donc on peut faire un petit traitement à ce moment-là. Et nous, on va faire un petit timer. Et le timer, on ne veut pas qu'il commence avant l'affichage. On veut qu'il commence dès que l'utilisateur le regarde. Donc component mount, c'est en fait un état où vous pouvez savoir précisément ce qu'est en train de faire votre composant. Toutes méthodes appelées dans React, elles sont appelées de manière pas asynchrone mais synchrone. Donc vous pouvez voir précisément qui a appelé qui. Et pas dans AngularJS, parfois AngularJS, je le bâche un peu parce que je connais bien, mais ça peut être le cas dans notre framework, c'est que dès que vous allez dans une boucle qui va parser votre template, vous allez tomber dans l'asynchrone et vous n'allez pas savoir qui a appelé ça. Parce que dès que vous faites un set timeout, ça va créer notre call stack, vous ne pourrez pas savoir qui a appelé qui. Alors que là, de manière précise, vous pouvez arrêter, vous pouvez dire, vu que ça va passer là d'abord, je saurai que mon traitement il a besoin d'être là et pas là. Et will mount, vous avez déjà cette méthode avec un nom différent dans Angular qui utilise l'événement destroy dans une directive. Alors normalement quand un événement est enlevé du DOM, on envoie un event qui s'appelle $destroy. Donc si vous avez un set timeout, si vous avez quelque chose, c'est le moment de l'enlever. Et jamais, comme d'habitude, on clean. C'est à peu près comme MySQL, vous ouvrez une socket MySQL et vous la laissez comme ça. C'est la même chose.
Alors ici, il vous force vraiment à le faire. Vous pouvez skipper cette méthode-là, mais c'est assez bien référencé et tous les bons composants qui sont sourcés par la communauté ou par Facebook a ce genre de méthode. Donc dès le début, on vous met dans une sorte de bon cadre à respecter. Alors comme j'ai dit, il y a différentes méthodes. Component will, donc il va être bientôt ajouté dans le DOM, il a été ajouté, il va être enlevé, et c'est la même chose pour les autres. Est-ce qu'il va être updaté? Parce qu'on a updaté le state, comme vous pouvez le voir ici. On fait this.setState. Alors, ça ressemble un peu à ce que vous pouvez avoir dans Backbug, où on va updater le modèle. Et là, on se dit, mais pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire directement $scope, point, je fais ce que je veux? Le problème de ça, c'est que vous êtes obligé de faire un dirty watch, ça veut dire de regarder toutes les valeurs qui sont bindées, toutes les valeurs qui doivent être watchées, et à chaque digest dans Angular, il va regarder toutes les variables qui doivent être regardées pour voir si elles ont été modifiées ou pas, et si elles ont été modifiées, de faire un re-render. Alors que là, précisément, on va lui dire, je sais que je suis en train de modifier, donc j'ai besoin de redessiner mon composant. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va redessiner. Sinon, autrement, il ne va pas faire systématiquement avoir une petite boucle. Ça m'est déjà arrivé dans plusieurs cas avec Angular et d'autres frameworks de mettre juste d'appuyer sur le bouton pause dans l'exécution de JavaScript et sans cliquer quelque part, je vais avoir un breakpoint directement dans du code Angular parce que systématiquement, il va vouloir regarder si l'objet a été modifié. Dans IS6, si je ne dis pas de bêtises, vous avez l'object.observe. Donc on peut voir directement, c'est inclus dans le langage, on peut savoir quand un objet a été modifié ou pas, mais on n'atteindra jamais les performances qu'on pourrait atteindre là. Parce que là précisément on lui dit, s'il te plaît, redessine-moi mon composant. Et alors là on tombe à la question, si je veux intégrer mon plugin jQuery. Parce que dans certains cas, on peut passer comme on veut sur jQuery, mais parfois il y a des trucs, on ne peut pas le faire soi-même. Tout d'abord, on a l'exemple du calendrier. Qui a un bon calendrier? Qui l'a codé lui-même? Personne. Donc on va tous utiliser Full Calendar, tous les sites web vont se ressembler, mais au moins ça marche. Et là c'est la même chose en fait, si on a besoin de mettre un plugin, il n'y a rien de plus simple que de mettre dans notre composant cet attribut-là, dangerously set in HTML. Donc en fait ça s'appelle de cette manière-là, spécialement pour faire éviter les gens à l'utiliser. Pour se forcer à utiliser du JSX. Pourquoi ils veulent forcer les gens à utiliser du JSX? Parce qu'en fait, tout contenu qui sera inséré à ce moment-là ne profitera pas tout du virtual DOM. Donc si quelque chose doit être modifié, tout son composant-là sera redessiné. Parce qu'on ne peut pas maîtriser précisément le rendu de ça. Et en plus, dès que vous écrivez du JSX, tout ce que vous écrivez est automatiquement escape. Donc vous pouvez mettre directement du contenu du backend. Si il y a du XSS dedans, pas de problème, ça sera escape automatiquement. Et là, c'est le moment, si vous avez vraiment besoin d'utiliser une autre librairie, dans ce cas-là, c'est utiliser du render avec du markdown. Vous n'avez pas envie de réimplémenter ça par vous-même, vous voulez utiliser une librairie qui est déjà faite, vous faites ça. Et vous pouvez appeler setState ou appeler component update et il va update automatiquement. Donc il n'y a pas le problème de scope apply, scope digest, etc. Alors, let's render. Le truc qui est vraiment assez intéressant avec React, c'est qu'on peut render sur le serveur. Quand j'ai posé la question pendant, pardon, c'est pas moi, c'était un ami qui était à côté de moi à la conférence d'Angular, comment on peut faire pour tout ce qui est SEO, hein, parce que tous les sites Angular sont pourris en SEO. Igor, j'ai oublié son nom de famille, qui est un des core members de l'AngularJS Team, m'a répondu Google est en train de s'améliorer sur le crawling de sites web avec du JavaScript. Et ça, c'est juste Google qui résout le problème. Mais moi, si j'ai besoin d'avoir mon propre moteur de recherche interne, je suis niqué. Et AngularJS, vous pouvez faire avec un hack en utilisant du Phantom.js, avec un petit événement, lui dire que ma page est prête, maintenant tu peux prendre le contenu, etc. Mais je veux dire, si c'est pas inclus de base, le hack, quel que soit le hack, est toujours un hack. Donc c'est pas une méthode viable sur le futur, ça peut se casser entre différentes versions et à chaque fois vous devez faire attention quand vous migrez.
Là, vous avez trois méthodes dans React. Vous avez la première qui est celle utilisée par défaut au niveau front, qui va tout simplement se baser sur un élément. Donc vous allez dire c'est l'élément root de React. Et à partir de là, il va dessiner tous ses composants. Vous avez render to string, qui sera l'équivalent sur le serveur. Vous pouvez render, ça va vous sortir tout le HTML. Et React, quand il va se plugger par-dessus au niveau front, il n'aura pas besoin de redessiner. Directement, vous aurez le contenu, il va juste se mettre par-dessus. Il ne va pas redessiner encore une fois. Donc vous n'aurez jamais de white flash. Et ce qui est très intéressant pour les sites comme Twitter ou Facebook, où vous voulez voir le tweet ou le statut le plus rapidement possible. Et le dernier, c'est render to static markup. C'est de base, React a besoin d'ajouter des éléments qui s'appellent les data-react ID sur chaque élément pour garder plus ou moins en fait comme une sorte d'idée unique sur chaque élément pour savoir lesquels updater, les updater facilement. Et render to static markup, il enlève ces petits attributs. Donc en fait, vous pouvez utiliser React comme un moteur de template sur backend, comme EJS ou JAD ou ce que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser React juste pour ça, parce qu'il a son bon petit système de composants, et ne pas avoir à l'utiliser sur le front. Là par exemple, c'est l'application web de WhatsApp. J'ai regardé le code parce qu'il y a une sorte d'outil de développement comme Batarang, mais vous pouvez voir en fait la visualisation de votre code en mode React. Parce que quand vous créez votre propre composant et que vous l'appelez dans votre JSX, vous écrivez par exemple huge table, etc., ça ne sera pas rendu sur le front. Alors que Angular ou Polymer, vous pouvez créer votre propre composant et ça sera écrit et ça sera bien marqué. Mais là, de base, il ne vous laisse pas faire ça parce que peut-être vous avez juste besoin d'un wrapper, mais vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir un composant qui s'appelle huge table dans votre HTML. Et avec cette vue-là qui s'appelle le React console, quelque chose comme ça, vous pouvez voir directement dans la console la même vue que vous avez dans votre éditeur texte. Et là, chaque bloc est un composant. Vous pouvez voir le state et les props de chaque composant et vous pouvez les modifier, ça sera modifié en temps réel. Donc React, c'est cool. Mais il y a encore plus. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait du closure script, par défaut, tout ce que vous écrivez, c'est des variables immutables, pas mutables. Le truc, c'est que si vous utilisez par exemple un tableau, vous n'avez aucun moyen en JavaScript de savoir que vous avez ajouté un élément, à part, oui, regardez le nom de la taille. Mais si vous modifiez un élément, donc votre taille de votre tableau ne change pas, vous ne savez pas si vous l'avez modifié, ou si une ressource externe l'a modifié. Alors que dans ClojureScript, à chaque fois, il va, en fait, dès que vous voulez modifier votre tableau ou un élément de votre tableau, il va vous donner un autre tableau, il va garder l'ancien. L'ancien, après, sera enlevé automatiquement par le garbage collector. Mais de base, il va vous créer un autre tableau. Et en JavaScript, ils peuvent être comparés, quand vous faites un triple égal, il va comparer l'adresse en les montre. Donc si vous avez un nouveau tableau pour un nouvel objet, vous allez avoir une nouvelle adresse mémoire. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de faire un deep check pour voir si telle ou telle propriété a été modifiée. Donc au niveau performance, c'est comme ça que React et Angular 2 règlent le problème, c'est de faire tout en mode immutable, pour pouvoir savoir précisément quel objet a été modifié et pas regarder en détail. Et cette librairie, c'est une librairie qui n'a rien à voir avec React, mais qui est utilisée par Facebook, et qui va vous permettre d'écrire comme vous écrivez vos propres tableaux, maps, listes, etc. Et à chaque fois, ça va vous donner un objet immutable. Vous ne pouvez pas le modifier directement. Et en interne, il va automatiquement garder en commun les valeurs, comme ça vous n'avez pas une augmentation de votre mémoire. React Canvas, c'est un projet qui a été fait par Philippe Ward, qui est connu en fait pour avoir les effets tout jolis, tout cool. Hein. Et ils avaient un problème à utiliser React ou Angular ou n'importe quel type de librairie sur le mobile pour avoir les mêmes effets, parce que pour avoir une vraie expérience en mobile, vous avez besoin du 60 fps. Et en utilisant seulement du DOM et à le traiter énormément, vous les aurez jamais. Parce que comme j'ai dit, sur le même thread, vous avez le layout, vous avez le DOM et vous avez les animations. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que de la même manière que vous allez écrire dans le JSX P
div, table, etc. Là, vous aurez un subset d'éléments, image, texte, view, donc beaucoup plus limité. C'est pas vraiment du HTML, mais vous l'écrivez comme si c'était du HTML plutôt comme du XML. Et derrière, il va render ça directement dans un canvas. Comme ça, vous n'avez pas besoin de traiter le canvas ou de lui dire tu vas me dessiner la ligne, tu vas me dessiner la colonne. Vous allez écrire comme du HTML dans du JavaScript et automatiquement ça va render sur du canvas. Et là, c'est ce qu'ils ont, c'est Flipboard sur mobile et même sur Android ça ne rentre pas. Et le dernier projet, c'est un projet qui a été fait par Facebook, qui a été open sourcé assez récemment, qui s'appelle React Native. React Native, c'est dans la même idée. Vous écrivez vos petits éléments. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas très bien écrit, mais on voit le navigateur iOS, vous avez texte, image, view, etc. Et après, ça va render directement en Objective-C. Donc vous avez une vraie application native. Mais vous écrivez comme si c'était du web. Et tout ça en JavaScript. C'est pas cool. Facebook Group sur iOS l'utilise pour tout ce qui est vu actuellement. Et il y a Facebook Ads qui est une application pour pouvoir gérer un peu comme Google AdWords qui est écrit complètement en utilisant React Native. Et React Native normalement d'ici un mois ils vont open sourcer la partie pour Android. Donc vous pourrez écrire toute la logique commune entre les différentes plateformes et vous aurez les mêmes perfs que les applications natives. Parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est simplement, vous avez votre application native, vous avez tout le code Objective-C, Swift ou Java, et à chaque fois que l'application va vouloir render, il va demander au thread JavaScript, donne-moi la liste, comme une sorte de dictionnaire JSON, de choses à dessiner sur la vue. Et c'est là que React Native donne juste simplement le dictionnaire de vues à dessiner. Mais pour vous, c'est transparent. Et vous pouvez débugger ça sur Chrome. Donc pour tous ceux qui ont souffert sur PhoneGap. Merci. Des questions? Peut-être pas les tuer. Vous allez refaire le machin import.io, vous allez le refaire en React alors qu'il est à l'heure actuelle en Angular. Alors, chez Import.io, on a autour de 10 différents outils. Certains avec du Cloud, malheureusement. Là, on a sorti récemment deux nouveaux outils qui sont basés seulement sur du React. Et on est en train de migrer toute notre stack maintenant sur du React. Et il y avait une personne qui a essayé de motiver le reste de l'équipe pour le React. C'est bon. En fait, quand je suis venu dans l'entreprise, je les ai rejoints au mois de novembre. Il y avait de la stack Angular, ça ne me posait pas de problème, je travaillais avec depuis 2 ans. Mais j'étais passé à la conférence, j'ai été député, Angular 2 ça n'a rien à voir, etc. Tous mes rêves sont tombés. React était là, je me dirais, je suis encore là. J'ai essayé, j'ai fait un petit test avec, j'ai pas mal aimé, j'ai montré ça à mes collègues et toute la team a adhéré. Parce qu'au début, le HTML dans le JS, c'est imbuvable, personne ne va kiffer ça au début. Et dès que vous comprenez en fait la logique qui est derrière, ah mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et une petite question à propos de ES6 et JS6, est-ce qu'il y aura un moins? Alors, Philippe a parlé de Babel. Babel transforme du code ISX en IS5 ou IS3, et ils ont inclus de base un support pour le JSX. Donc vous pouvez écrire du JSX dans Babel, ça se transformera automatiquement. C'est ce qu'on fait chez nous, on utilisait jusqu'à pas très longtemps Browserify, pour ceux qui connaissent un peu. Si vous écrivez du code en CommonJS, comme vous pouvez écrire du Node.js, donc des requires, etc., ça va transformer ça directement en code accessible pour le front. Et on a utilisé Babel avec Browserify et maintenant le support est déjà là. Donc, ça ne change pas trop. À regarder. C'est la génération posée de serveurs, c'est ce que tu disais aussi. Pas encore, parce que nos serveurs ils sont là-bas. On génère des fichiers statiques qu'on met sur du S3. Tout ce qui est assets, on le sert avec du CDN CloudFront. Et on a un Nginx qui nous donne tous nos fichiers HTML de base.
Mais à l'avenir, on va faire bientôt du render sur le serveur pour avoir le meilleur perf. Comme ça, dès le début, la personne verra du contenu, il n'aura pas besoin d'attendre ou d'avoir un loading. Et ça a un très gros impact sur les gens, tant sur les moteurs de recherche, etc. Et ça vous évite énormément de requêtes parce que, à savoir, quand vous faites le render sur le serveur, c'est pas juste le template qui gêne, parce que le template, ça reste à des 500 millisecondes au maximum, mais c'est tous les appels vers votre API pour avoir l'utilisateur connecté, pour avoir la liste des messages, pour avoir la liste des notifications, pour avoir la liste du menu. Vous avez fait facilement sans vous rendre compte, dans une application, je dirais, de management interne ou d'intranet, vous avez de base assez rapidement 10 requêtes de base, juste pour avoir votre contenu. Et ça, vous pouvez vous les éviter en faisant le render sur le backend. Alors, vous allez y jouer avec? Oui. On a encore 6 minutes si vous avez encore des questions. Si vous voulez vous barrer, vous le ferez. La montée en compétence, ça prend combien de temps? Pour la suite, c'est du fait, ça sera sur notre base en sortant, vous descendez un minimum. Pour la montée en compétence, le plus gros blocage en fait a été les réflexes qu'ils ont trop eu avec AngularJS. C'est pas tant sur le problème d'apprendre. Certes, il y a toute cette partie de Browserify pour les gens qui sont pas pour la partie Browserify pour pouvoir compiler. Il y a la partie du HTML dans du JS, et après ça reste. C'est vraiment l'idée d'avoir énormément de composants et des composants simples pour se simplifier la vie. Chez Facebook, ils utilisent maintenant plus de 15 000 composants pour l'application en ligne. C'est 15 000 composants parce que, voire même un bouton qui est assez stylé, etc., vont faire un composant au lieu d'avoir une grosse directive qui va tout inclure. Ça simplifie énormément au niveau du débugage, du testing, c'est la grosse impact. On a switch la semaine dernière. Mais Webpack, pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est un coup dans la gueule. C'est pour ça que j'ai fait Browserify d'abord. C'est particulier. J'ai essayé le Magic. Et il y a une fonctionnalité qui manque cruellement, alors que je n'ai pas pu trouver. C'est laquelle? C'est que quand on met une URL, ça nous fait le scrolling sous forme d'un tableau. Et c'est une grosse boucle. Et moi, j'aimerais bien pouvoir, enfin ça me semblait normal, qu'on puisse choisir, tiens, cette colonne-là, je vais en transférer la donnée, et cette colonne-là, je voudrais que ça fasse une boucle à l'intérieur. Est-ce que c'est un lien, par exemple? C'est Ça ce qu'on appelle les Chained API, et c'est un truc qu'on va analyser dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est l'idée de, tu as une API, un extracteur ou Magic, etc. Et tu veux lui donner comme entrée une grosse liste d'URL qui vient d'une autre page. Et ouais, c'est ce qu'on est en train de faire ça. Donc déjà dans la vue de Magic, on pourra dire cette colonne-là, en fait,